de... Trop de nombril, là. Bonjour Mohamed. Eh ben, on est en direct là avec cette vidéo qu'on a fait un petit peu d'arrache-pied parce que on a tous été choqués par le langage qu'on a entendu hier et on va en parler. Et en même temps, on va discuter aussi quelque chose qui passe sur une vidéo que je vais présenter là après, qui est intéressante parce que elle, elle exprime la capacité de beaucoup de citoyens de réfléchir un peu plus loin que d'habitude, de penser un peu mieux que d'habitude. Donc, ça va être l'occasion. En revanche, j'ai demandé à tout le monde d'aider Paul de Tarse, c'est le nom qu'il a choisi d'utiliser, pour faire du monde sur la vidéo qu'il devait faire. Et sa vidéo était prévue de parler des périodes dont moi je parle peu, à savoir essentiellement du début du Moyen Âge jusqu'à la fin de la Tartarie et de ce monde-là, pour enchaîner ensuite, pour ma part, sur le franquisme et le sabbatéisme, qui sont les deux branches de, enfin, en fait, ça n'en est qu'une seule, qui est la branche maléfique, la branche sataniste du judaïsme. Donc, c'est bien de le connaître, c'est bien de le savoir, c'est bien, grâce à ça, beaucoup de juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs qui m'ont contacté pour, dès que j'avais parlé déjà de ce schéma, et qui savent qu'eux-mêmes sont marqués juifs ashkénazes, mais ils n'ont rien à voir avec le satanisme. Ils ne sont pas du tout entrés dans cette secte, simplement ils viennent d'Ukraine ou d'Allemagne ou de ces régions-là. Et donc, malheureusement, notre correspondant qui devait parler justement du CNT et de donner l'opportunité d'appuyer le jugement du 2 avril, qui est essentiel, puisque c'est la remise en route des droits de l'homme et du citoyen, des droits humains, et qui est au-dessus des normes des politiciens, etc. Il devait donc appuyer sur cet aspect et alors, comme très souvent, il s'est retrouvé à juste vouloir étaler son petit nombril et, et montrer que lui aussi avait pensé à des schémas. Alors, il voudrait installer une constitution style suisse un peu partout dans le monde. Il voudrait prendre quelques modèles sur la constitution russe. Bon, mais ils sont déjà des milliers à chacun vouloir copier un petit peu de l'un, un peu de l'autre, etc. Et ils n'avancent pas. Ça ne sert à rien. Et malheureusement, il est tombé là-dedans et bon, il a étalé son nombril. En dehors de ça, rien apporté au public. Donc, je suis désolé, c'est moi qui vous ai incité à faire du monde sur sa vidéo. Et en fait, tout le monde a été déçu et s'est demandé pourquoi il a perdu son temps devant cette vidéo. Pardon, je sais que vous aussi, vous avez un peu le même sentiment. Mais bien sûr. Alors moi, j'ai eu la chance, je ne vous ai pas écouté, je n'ai pas regardé parce que je sentais que c'était un piège. Comme bon nombre de personnes qui vous ont invité, je ne citerai pas leur nom, sur leur chaîne YouTube, c'est juste pour de la visibilité et de la notoriété. Voilà, donc ils se servent de vous comme ils se sont servis d'autres personnes, d'autres invités. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des milliers d'abonnés sur leur chaîne. Mais à l'inverse, si vous les invitez, Monsieur Fioril, je peux vous assurer, il n'y a personne qui vient. Regardez, depuis 2019, depuis le procès de Milan. C'est vrai, mais bon, c'est triste que les gens abandonnent toutes les valeurs morales, juridiques et utiles, sociales, utiles pour tout le peuple. Ils abandonnent tout pour chercher à tout prix à faire de l'argent. Faire de l'argent, devenir des journalistes connus, devenir reconnus pour eux. Et donc, ils se copinent entre eux pour essayer. Alors, moi, je viens faire un peu de monde en venant sur ta chaîne et j'invite tout le monde à me suivre. Et tu reviendras 15 jours après sur la mienne pour grossir encore le monde et ainsi de suite.
mais c'est complètement bidon. C'est navrant, c'est attristant, ce niveau de bassesse. Oui, je comprends. Et j'ai compris votre déception. C'est pour ça que aujourd'hui, je le dis, s'il n'y a personne qui a une solution comme celle dont vous avez travaillé depuis quelques années, depuis le procès de Milan, le procès des dirigeants français sur l'illégitimité de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Voilà, en 2019, en décembre 2019, qui a offert comme cadeau aux Français cette nouvelle institution française qui, à l'époque, s'appelait Cour suprême du peuple, mais qui a été, comme vous l'avez vu, appropriée par des individus qui vous avaient fréquenté à l'époque. Il n'y a rien de nouveau, malheureusement, puisque tous les termes que j'emploie depuis plus de 20 ans maintenant, tels que la transition, en expliquant le pourquoi d'une transition est nécessaire, etc., ça n'est pas compris et les gens veulent garder le terme et s'en servir pour leur profit. Et même chose pour la Déclaration des droits de l'homme, même chose pour le Conseil national de transition, avec des gens maintenant qui se présentent avec le même nom, en plus, qui carrément copient le nom. Et bon, tout ça en recherche d'avoir du monde pour faire de l'argent. C'est-à-dire d'avoir beaucoup de vues. Il paraît qu'on monétise les vidéos. Et oui, donc, monsieur Fioril. Oui, donc, je n'ai jamais monétisé aucune vidéo. J'ai travaillé pour le Conseil national de transition depuis 2019, que je travaille sur YouTube, Crowdbunker. Ensuite, je me suis lancé sur TikTok. J'avais VK, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux, je les ai mis à disposition de la transition par la démosophie. Et c'est moi-même qui vous ai lancé sur Internet. J'ai été le premier à vous interviewer. Je me rappelle, c'était sur Facebook. Et c'était en novembre 2019. Et de là, après, tout le monde est arrivé sur Internet. Voilà, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes avec ces acteurs de crise qui ont effacé la visibilité de l'existence d'un Conseil national de transition, le juste droit, pour défendre le juste droit. Oui, toujours de la même façon. Ils veulent absolument toujours mettre leur petit nombril en avant. C'est nous, on va le faire, c'est nous ci, c'est nous ça. Et sans réfléchir qu'il y a des structures sérieuses, qu'il y a des organismes juridiques, qu'il y a des normes nationales et internationales, qu'il y a toute une histoire culturelle pour chaque pays. Et beaucoup de gens ne veulent pas en tenir compte et ils s'occupent que du moment. Sur le moment, ah, bah, si je fais ça, je vais avoir plein de monde, etc. Bon, c'est navrant, mais écoutons quelqu'un qui a su avec intelligence, je dirais, marier à la fois l'intérêt et en même temps faire le monde parce que au début, elle n'était pas très connue et puis elle est devenue de plus en plus et maintenant elle est devenue reconnue comme quelqu'un qui sait penser. Et sans le faire exprès, elle se rapporte complètement au produit de la démosophie. Elle correspond complètement à notre concept et d'ailleurs, si on réussit à faire valoir ce concept, elle en fera partie, bien évidemment. Donc, je vous propose qu'on l'écoute parce qu'elle a une analyse qui est très proche de la mienne en ce qui concerne l'affaire Epstein. Et donc, on va suivre sa vidéo au fur et à mesure et la commenter au fur et à mesure. Très donc, bien. Je la fais démarrer. Dans le cœur du sujet et de cette enquête, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire dans un dossier de cette gravité. Parce que là, maintenant, tout de suite, nous allons parler de prononciation. Oui, de prononciation, qui l'aurait cru, mais je suis obligée. Parce qu'en effet, sous l'épisode précédent, une grosse partie des commentaires a mis plus d'énergie à faire la police du in et du ein qu'à regarder les pièces, les flux, les structures, les indices, les anomalies, bref, la totalité des recherches. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Survivors of Jeffrey Epstein.
The Epstein files. Dear Jeffrey Epstein. Full Epstein account. The government was ready to charge Jeffrey Epstein of the Epstein files. You're running a massive Epstein cover-up. Alors, Jeffrey Epstein est né à New York en 1953. Dans l'usage américain, médias, tribunaux, enregistrements, archives, son nom est prononcé Epstein. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une lubie, c'est l'usage dominant partout où l'affaire a existé avant de devenir un feuilleton français. Parce que oui, depuis 2008, depuis ses premières accusations, on dit Epstein. Son entourage le prononce ainsi, les journalistes américains le prononcent ainsi, les chaînes britanniques le prononcent ainsi, lui-même le prononçait ainsi, le monde entier littéralement finalement le prononce ainsi. La version Epstein germanisé est essentiellement une habitude francophone, sachez-le. Autrement dit, il n'y a qu'en France que cette polémique existe, n'en déplaise aux rageux. Qu'on m'explique sérieusement en quoi prononcer Epstein russifierait le nom d'un citoyen américain né à Brooklyn, dont la famille est installée aux États-Unis depuis des générations et dont la prononciation est identique dans l'ensemble du monde anglophone. À ce stade, ce n'est plus une correction linguistique, que ce soit clair, c'est une construction imaginaire. Et puisqu'on en est là, rappelons une évidence que certains semblent bien ignorer aussi. À peine une fraction des noms russes se termine en in. Et si l'on avait réellement voulu russifier quoi que ce soit, on aurait logiquement glissé vers des sonorisations O, F, etc., qui constituent la majorité des patronymes slaves. Faire croire qu'un simple in final suffirait à transformer un nom new-yorkais du XXe siècle en patronyme moscovite relève moins de la linguistique, je le répète, que de la fantaisie ou de la folie furieuse. Quant à l'argument selon lequel prononcer Epstein du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors cette semaine, Alors, je coupe un petit peu parce qu'elle a raison, mais je suis désolé, Maziken, pour ma part, je suis français et nous, Français, on a la tendance à utiliser les noms propres, les noms de villes, etc. On dit toujours New York. Alors, je sais que vous allez me dire que les Espagnols disent Nueva York, mais bon, chacun adapte à sa langue et notre langue française fait que les mots en E-I-N ont tendance à se prononcer à la forme allemande. Parce qu'on a été occupé par les Allemands, parce qu'on a pris une habitude dans ce sens-là. Et si on accepte de dire football, gardons à l'esprit qu'en espagnol, ça s'écrit F-U-T et non pas foot. Qu'en français, on l'écrit foot F-2-O. Donc, on jongle un petit peu avec nos langues. Mais comme notre français est la langue internationale, est la langue diplomatique, c'est notre droit de faire quelques abus de langage avec notre langue, car notre langue est reconnue mondialement comme étant la plus belle langue du monde et elle est étudiée par toutes les personnalités importantes, autant en Russie qu'au Japon qu'en Chine. Donc le français est une langue qui va nous satisfaire avec Epstein, parce que c'est comme ça qu'ici, on le prononce pour la plupart. Alors, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, là-dessus? Ben, exactement. Moi, E-I-N, c'est Epstein. Même, je dirais, Epstein, c'est Epstein. On entend dire Epstein. Donc, on répète Epstein en France. Exactement. Tout simplement. Je vais continuer un petit peu parce que Maziken dit des choses très intéressantes. D'abord, elle concourt très rapidement à confirmer ce que je pense également, à savoir que toute cette opération était une opération de dissimulation. Et je rappelle aux gens qui vont regarder cette vidéo que pendant des années, on leur a fait croire que Hitler était mort en 1945 dans son blocos. On leur a fait croire cette histoire. Alors que simultanément, tous les services secrets, les services français également, les services secrets français, tout le monde savait qu'il était parti en Argentine et qu'il vivait en Argentine et qu'il a fini ses jours tranquilles. Donc, la légende, le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, vous ouvrez Internet, vous allez voir Wikipédia, vous allez voir les premières pages si vous parlez de la mort d'Hitler, toutes les pages continuent de maintenir la légende, à savoir qu'il serait mort durant la guerre en 1945.
alors qu'on sait depuis très longtemps qu'il était protégé par les services secrets américains, qu'il a été très protégé par l'Argentine et le Paraguay. Bon, voilà, toute l'histoire, on la connaît par les services secrets, on la connaît pour les gens comme moi par les relations, par les recherches, et par la logique, parce qu'il faut aussi servir de son cerveau. Des fois, on n'est pas complètement sûr, mais on peut réfléchir. Et réfléchir que les mecs extrêmement puissants, qui disposent de milliards, ce n'est pas des abrutis qui vont se laisser enfermer dans un trou à rats. Ce n'est pas des gens qui peuvent changer de vie du jour au lendemain. Donc Epstein, bien sûr, est en pleine vie, en pleine liberté. Il est, a priori, d'après certaines informations, il serait à la plage à Tel Aviv en train de se faire bronzer et de rigoler en regardant tout le monde qui dit il est mort. Parce qu'il est pas mort. Et il prépare très probablement la même chose pour Ghislaine Maxwell. Parce que les grands criminels se protègent tous entre eux. Alors bien sûr, on donne toujours l'illusion qu'un tel a gagné la guerre contre l'autre, etc. Mais n'ayez aucun doute. Quand la guerre d'Ukraine se terminera, Zelensky sera au soleil. Il ne sera pas mort comme on vous racontera, etc. Ils savent le faire. Ils ont les chirurgiens esthétiques, ils ont les sciences, ils ont toute la technologie nécessaire pour faire disparaître une personne totalement dans le monde. Alors, je remets un petit peu cette vidéo de Mazikan. C'est comme le patron d'Apple. L'architecture qu'il a rendu possible ne s'effondre avec lui. Parce qu'on vient de le voir, une architecture ne meurt pas. Ce que révèlent ces documents, c'est une continuité scientifique, une continuité financière, une continuité idéologique. Ce que je vous propose aujourd'hui, les amis, ce n'est pas de revisiter un scandale, c'est de suivre cette logique. Parce que lorsque l'homme disparaît, mais que la matrice reste intacte, la vraie enquête ne commence pas sur une corde dans une cellule. Elle commence dans ce qui a survécu. Mais nous allons y aller step by step. Alors installez-vous confortablement, on y va, on y go, et c'est maintenant. Aurait dû se refermer là. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors, ce qu'elle vient de dire, c'est important parce que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je parle très souvent de changer de système. Or, les imbéciles sont toujours là à vouloir changer les hommes. Changer les hommes en gardant toujours le même système, c'est ne rien changer. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, vous passerez de Sarkozy à Macron, de Mitterrand à Chirac, et ainsi de suite. Et vous en arrivez à avoir toujours le même système. Et c'est ce système lui-même qui est la matrice. Peu importe que vous arriviez demain à faire une révolution et à tuer Macron, vous allez avoir immédiatement une meute de loups qui vont se présenter pour dire c'est moi, on va voter, etc. Et vous aurez un nouveau Macron. Parce que la matrice ne change pas. Et donc cette matrice, elle est omniprésente et omnipermanente. Donc, quand je parle de changement et de transition, c'est pour passer de la matrice du satanisme à une matrice du bien. C'est pour passer du mal au bien. Et donc, ça ne touche pas spécialement les hommes, ça ne touche pas spécialement un système ou un autre. Bien sûr, la République est connue pour être le pire de tous les systèmes. Mais il faut savoir que même une République pourrait avoir un système vertueux. Ce ne serait pas impossible demain qu'il y ait un type qui se serve d'une république et qui, en imposant son dictat dessus, arrive à créer un monde vertueux, basé sur le bien, sur la bienfaisance. Mais non, tant qu'on restera dans le système lui-même. Alors bien sûr, pour nous en France, c'est beaucoup plus facile, puisque d'abord, c'est la République. Donc il suffit de balayer déjà la République pour commencer, et tout d'un coup, on retrouve notre liberté. Mais pas n'importe comment, pas en donnant la voix à tous ceux qui aboient en ce moment. Parce que tous ceux-là sont les aboyeurs qui vont déjà poursuivre le même système, quel qu'il soit. Alors, c'est ce qui fait que forcément, je n'ai que des ennemis. C'est ce qui fait que tous ceux qui viennent avoir un entretien avec moi ne supportent pas mon langage parce que moi, je suis pour l'humanisme et pour le véritable humain et la véritable humanité. Et pas du tout pour les systèmes quels qu'ils soient. Et quand ces systèmes sont en plus menés par les satanistes, alors c'est sûr que je le combats et que ça fait fuir tout le monde. Mais c'est pas grave parce que je ne changerai pas d'avis. Exactement. Et vous avez raison. Vous avez raison, je sais pourquoi, parce qu'en fait, réellement refermé.
5 ans plus tard, donc, chaque nouvelle publication, chaque correction, chaque pièce ajoutée au corpus documentaire ravive la même interrogation. Non pas parce qu'un public fantasque refuserait la version officielle par principe, mais parce que cette version continue de coexister avec une accumulation d'irrégularités qui ne disparaissent pas avec le temps. Et on vient de le voir. On découvre que donc les caméras ne filmaient pas l'intérieur de la cellule, elles couvraient le couloir adjacent. Dans la séquence rendue publique, 1 minute manque. L'interruption est attribuée à un redémarrage automatique quotidien du système d'enregistrement. Techniquement, un tel reset est possible. Structurellement, il survient au pire moment imaginable, celui de la mort du détenu le plus sensible du pays. Ce n'est pas l'existence d'un redémarrage des vidéos qui interroge, c'est quand même sa coïncidence qui tombe drôlement à pic. À cela s'ajoute l'absence de ronde conforme au protocole. Les registres auraient été complétés a posteriori. Des poursuites ont été engagées puis abandonnées. Un premier incident quelques semaines plus tôt avait déjà été signalé, tour à tour présenté comme tentative de ou agression. Aucune séquence vidéo complète et incontestable n'a jamais permis de trancher définitivement. Pris séparément, tous ces éléments qu'on nous a jetés au visage pourraient relever de la négligence. Pris ensemble, ils produisent une architecture d'approximation autour d'un détenu qui ne relevait précisément pas de l'approximation. Puis viennent les échanges internes révélés ultérieurement dans ces fameux 3 millions de pages des drafts de communication circulant en amont de l'annonce officielle du décès. Oui, les autorités évoquent des procédures anticipées. Dans ce dossier où chaque détail est sensible, la temporalité de ces échanges devient elle-même un facteur de suspicion. Dans une affaire ordinaire, personne n'y verrait un problème, encore que, mais dans celle-ci, ça devient vraiment signifiant. À partir de 2025 puis 2026, les vagues massives de publications du Department of Justice sont présentées comme un tournant de transparence. Je le répète, plus de 3 millions de pages rendues publiques sur un total identifié de 6 millions, ça donne le tournis. Des milliers de pièces jointes, des métadonnées, des enregistrements, des listes de contacts, des éléments saisis lors des perquisitions. Le volume est vertigineux. J'ai expliqué dans ma vidéo pourquoi c'est comme ça. Mais certaines publications, on vient de le voir, sont corrigées, partiellement retirées, reclassifiées par erreur technique ou protection des victimes. Ces justifications sont recevables. Elles sont même nécessaires. Pourtant, dans un dossier déjà marqué par des défaillances initiales, chaque modification postérieure alimente l'idée d'un contrôle narratif plus que d'une exposition brute. Ce n'est pas la dissimulation qui est prouvée, c'est l'instabilité informationnelle de ce dossier. Et cette instabilité entretient mécaniquement 3 hypothèses concurrentes. La première est celle du fameux « il s'est tué lui-même », un homme confronté à la perspective d'une condamnation lourde qui mettrait fin à ses jours. D'ailleurs, dans cette théorie de « il aurait mis fin à ses jours lui-même », il y a un autre angle qu'on aborde rarement, le profil psychologique du gars qui, pour moi, en soi, est un aveu que cette théorie-là est celle qui tient le moins la route. On parle quand même d'un homme décrit par de nombreux témoins comme manipulateur, froid, stratégique, obsédé par le contrôle, par la domination, par la gestion des rapports de force. Donc un profil présentant des traits fortement antisociaux et narcissiques. Ce type de personnalité fonctionne sur la maîtrise, la supériorité, la manipulation de l'environnement, ce qui pose en fait une question hyper simple. Un individu, pour moi, avec un vrai profil de psychopathe, dont la dynamique centrale est le contrôle total, comment un tel individu accepte-t-il facilement une sortie par l'autodestruction? Parce que ce genre de sortie, j'espère que vous comprenez, suppose un abandon final de contrôle. Or, chez les personnalités dominantes à forte structure narcissique, la perte de statut peut provoquer effondrement ou rage. Mais l'auto-annihilation n'est pas le mécanisme psychique le plus fréquent. Pour moi, ça, c'est un peu une preuve, parce que c'est vraiment une incohérence comportementale qui mérite d'être interrogée. La seconde est celle d'une neutralisation stratégique. Un individu devenu trop risqué pour trop d'acteurs et réduit au silence avant toute négociation. Celle-là pourrait être aussi entendable. Rappelez-vous, en 2019, l'autopsie officielle de Jeffrey Epstein avait été conduite par le bureau du médecin légiste de New York qui avait conclu à l'époque à un S par pendaison. Cette conclusion est celle qui figure dans le rapport final, que ce soit clair. Mais lors de cette autopsie était également présent le docteur Michael Baden,
ancien médecin légiste en chef de New York, mandaté, lui, par la famille. Dès l'époque, Baden avait exprimé publiquement une réserve majeure. Selon lui, les fractures observées au niveau de l'os hyoïde et des cartilages laryngés étaient, dans son expérience médico-légale, plus compatibles avec une strangulation qu'avec une pendaison classique. Cette divergence, sachez-le, à l'époque, n'avait même jamais été intégrée à la conclusion officielle. Aujourd'hui, par contre, cette analyse revient dans l'espace médiatique. Le docteur Baden réaffirme que les lésions constatées correspondent davantage, dans sa pratique, à un mécanisme de compression externe du cou qu'à une suspension volontaire. C'est une divergence médico-légale explicite qui existait donc pas depuis hier entre la conclusion institutionnelle et l'avis d'un ancien chef du service médico-légal de la même ville. Alors, vous voyez là, ça c'est le genre d'explication qui prouve quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui analyse les choses et qui rend compte de l'évidence, à savoir qu'il y a deux versions. Mais encore une fois, il y en a une qui est la version officielle, parce que là est le médecin, un médecin normal, alors que l'autre est un médecin du procureur, c'est-à-dire lié à la justice, lié au gouvernement. Et donc, comme pour Hitler, les analyses comme quoi il était mort sont complètement fausses, mais grâce à des gens proches du gouvernement, car ce sont eux qui décident, ce sont eux qui gèrent toute l'opération. Lorsqu'une telle divergence s'ajoute à une minute manquante, à des caméras défaillantes, à des rondes non effectuées, à des communications anticipées, on ne peut plus parler simplement d'un dysfonctionnement. On parle ici d'une accumulation. Parce que ceux qui continuent à croire que pris séparément, ces éléments pourraient relever de la négligence, je le répète, vous êtes un petit peu naïf. Parce que derrière, c'est pas tout. Derrière viennent les échanges internes révélés ultérieurement. Des drafts de communication circulant en amont de l'annonce officielle du décès. Comprenez, la mort d'Epstein avait été annoncée un jour avant. Les autorités, pour expliquer ceci, évoquent des procédures anticipées. C'est plausible dans l'absolu. Mais qui y croit encore ? La troisième, plus spéculative, évoque une mise en scène ou une extradition. Elle demeure minoritaire, mais elle précisément dans les zones d'études factuelles n'a jamais été totale. Et c'est précisément dans ces zones d'incertitude que d'autres hypothèses ont prospéré. Depuis plusieurs mois, des images circulent, comme vous êtes en train de le voir. Des photographies prises à l'étranger, certaines prétendument en Israël, montrant un homme dont les traits rappellent troublamment ceux de Jeffrey Epstein. Les comparaisons visuelles abondent. Implantation capillaire, ossature du visage, posture. Les discussions sont vives. Certains y voient une ressemblance banale, d'autres parlent d'une continuité dérangeante. Je ne vous présente pas ces images comme une preuve, attention. Je constate qu'elles existent et qu'elles circulent avec insistance. Regardez le nez. Rien que de voir la forme du nez de Epstein et du cadavre qu'on a présenté, c'est clair qu'il y a une anomalie Pareil, évidente. autre élément qui a alimenté la spéculation de Jeffrey Epstein est potentiellement vivant, c'est l'apparition supposée d'un compte lié à son nom dans l'univers du jeu en ligne Fortnite fin 2025. Des internautes ont relevé une activité, ont rapproché des pseudonymes, ont rappelé qu'Epstein avait déjà utilisé des plateformes numériques par le passé, y compris sous des identités controversées. Les discussions ont explosé sur Reddit et Insta et X. Était-ce un homonyme, une usurpation, une manipulation ou toute autre chose. Parce qu'il est clair qu'Epstein était un fan de Fortnite et qu'il y jouait beaucoup. Le fait qu'il y ait toujours une activité via un profil qui a été identifié comme étant le sien à l'époque est clairement perturbant. À ce stade, personne, bien évidemment, ne peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant la véracité immédiate de ces éléments que leur persistance. Car ces théories ne naissent pas dans le vide. Elles prospèrent dans un environnement où la confiance institutionnelle est déjà fracturée. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Lorsque la mort d'un détenu aussi sensible est entourée d'anomalies techniques, de discontinuité procédurale et d'instabilité documentaire, chaque zone grise devient un terrain fertile pour des hypothèses alternatives. Du coup, beaucoup de questions émergent, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de théories. À titre Alors, quand en plus on a en France des chercheurs universitaires, des gens qui travaillent sur la finance
et qui ont découvert depuis 2008, c'est pas hier, depuis 2008, que c'était Epstein qui était chargé par la CIA, par le Mossad et autres, de retrouver les fonds secrets qu'avaient cachés les dictateurs dans le monde entier et qu'il a touché des commissions gigantesques là-dessus, dont une commission qui est évaluée à plus d'1 milliard. Or, un mec comme ça, il ne se fait pas prendre facilement et ça ne se termine pas comme on veut le faire croire au public. Donc, ce genre d'opérations, ce sont les opérations de tout l'ensemble d'un système qui veut complètement cacher toute la malfaisance. Donc, on livre en pâture aux gens. En France, on livre un Jacques Lang, un Moscovici ou un François Hollande comme étant ceux qui ont violé la petite fille, là, etc. Et en plus, il y a une vidéo qui le prouve, où on les voit bien en train de violer la gamine de 3 ans. Et donc, c'est grave. Mais il n'y aura aucune répercussion. Pourquoi? Parce que ça passe à l'as, en totale discrétion, parce que le papa de cette petite fille va probablement être assassiné ou va disparaître d'une manière ou d'une autre, et ils sont dessus. C'est-à-dire qu'il y a les assassins de Macron, qui sont à l'intérieur souvent de la DGSE ou de la DGSI, et qui n'hésiteront pas à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, soit par l'argent et le faire disparaître dans un autre pays, soit, mais il faut qu'il arrête sa plainte. Or, sa plainte a été déposée en 2003 ou 2004, je crois, et elle est toujours valide. Et il attend toujours que Hollande passe en jugement pour les crimes qu'il a commis. Mais Hollande est protégé, il fait partie de ces gens. C'est tout ça, c'est le même monde. Et c'est ce monde dont je ne veux pas pour l'avenir, dont je ne veux pas pour mes enfants. Et c'est contre ce monde qu'il faut se battre, pas contre personnage. Donc, vous pouvez jeter Macron autant que vous voulez, ça ne changera strictement rien si vous remettez les mêmes. Or, les mêmes, vous ne les trouverez que dans les hautes sphères financières, hautes sphères médiatiques, hautes sphères militaires. Il n'y a que là où vous trouvez tous les gens qui participent de ce système. Et c'est eux qui vont le remettre en place. Et donc, changer Macron pour passer à autre chose qui sera probablement pire, c'est-à-dire juste la continuité du plan qui est en marche, c'est ça qui est grave et c'est ça que la France peut stopper. Et donc, le programme qu'on a conçu pour justement stopper cela, Maziken en est un exemple. Si on n'avait que des journalistes comme elle et quelques autres qui font aussi un bon travail avec d'autres idées, imaginez une table ronde où tous se réunissent sur le langage à tenir, etc. On aurait une télévision qui nous parlerait de choses vraies et qui nous offrirait d'autres possibilités. Parce que vous remarquerez que Maziken ne vient jamais affirmer ça, c'est la vérité. Elle vient vous donner des outils de réflexion. Et ces outils de réflexion permettent que chacun se fasse sa propre idée. Et si c'est complété par d'autres journalistes du même acabit, très rapidement, on a le mieux. Et pourquoi on a le mieux? Tout simplement, toujours pour la même raison que j'ai créé la démosophie. 10 cerveaux, c'est plus qu'un seul cerveau. Et donc, tant qu'on aura ce concept présent à l'esprit, on pourra se dire que le peuple français est tout à fait capable et apte à redresser la France, à changer son comportement actuel, à modifier tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, de résoudre les crises économiques. Normalement, en France, personne ne devrait toucher moins de 3 ou 4 000 euros. C'est un extrême minimum. Et la manière de le faire, bon, nous, on l'a trouvé, mais en réunion avec beaucoup d'autres financiers de toutes sortes, que pour l'instant, je ne connais pas, on pourrait encore améliorer tout le programme qu'on a préparé. De même, et dans tous les domaines, c'est ça, et surtout dans la science, parce que cet aspect de Jeffrey Epstein est beaucoup moins connu des autres. C'est le nombre de fois où Bill Gates est venu sur son île, c'est le nombre de fois où des enfants ont disparu à l'époque où Bill Gates était là, ce qui signifie clairement, et ça n'a jamais été montré au public, qu'il y a des installations médicales, des laboratoires d'essais qui se font sur les enfants. Et Maziken en parle très clairement dans cette vidéo. Personnel, sachez-le, je considère que l'hypothèse du « il s'est tué »
et la moins cohérente au regard de l'ensemble du contexte. Parce que ce soit clair, Jeffrey Epstein avait déjà démontré sa capacité à obtenir des accords judiciaires improbables. Il comprenait la valeur transactionnelle de l'information. Il évoluait dans un réseau où la compromission était une monnaie. Sa trajectoire entière repose sur la conservation du levier. Un acteur donc structuré par le contrôle ne disparaît pas au moment où son pouvoir d'échange atteint son maximum. C'est ce point qui transforme sa mort en événement stratégique. Car si cette disparition Je change d'amélioration, pour passer et à ça, ce portefeuille médical. ça commence à faire très peur. Si l'on relie les éléments, l'obsession déclarée pour la reproduction, les financements ciblés, le séquençage personnel documenté, le vocabulaire évolutif employé, les journaux évoquant la reproduction et la dépossession, alors l'hypothèse d'une vision eugéniste modernisée cesse d'être périphérique. Elle devient une grille de lecture cohérente. Epstein apparaît alors non plus seulement comme un prédateur S, mais comme un acteur cherchant à se positionner à l'intersection de 3 sphères: la compromission intime, la science du vivant et la finance de long terme. Et lorsqu'un individu obsédé par le contrôle des corps s'intéresse au contrôle des gènes, la nature du scandale change radicalement. Dans cette configuration, sa mort ne protège pas seulement des noms embarrassants, elle interrompt potentiellement une trajectoire. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée on point. Et c'est précisément à cet endroit que la question du renseignement cesse aussi d'être périphérique pour devenir structurelle. Vous l'avez compris, il n'est plus nécessaire de revenir sur la nature des crimes. Ils sont établis, documentés, archivés, maintenant tout le monde en parle, et notre communauté, en plus, n'a pas attendu 2026 pour comprendre l'ampleur du scandale. Ce qui nous intéresse désormais n'est plus la preuve de la prédation. Elle est actée. Ce qui nous intéresse, c'est la direction qu'elle prenait. Moi, toutes les horreurs, vous les retrouvez dans les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet en barre de description. Car à un certain niveau de pouvoir, l'abus ne relève plus uniquement de la pulsion. Il devient architecture, il devient méthode, il devient projection. Et c'est ici qu'un angle demeure étrangement sous-analysé dans l'affaire Epstein. La reproduction. Lorsque les documents rendus publics confirment qu'en 2014, Jeffrey Epstein finance le séquençage de son propre génome, il ne s'agit pas d'un caprice technologique. Le séquençage génétique n'est pas une curiosité, c'est un outil de cartographie du code biologique, une lecture du patrimoine transmissible. Il permet d'identifier des variants, des prédispositions, des marqueurs. Il transforme l'hérédité en données exploitables. Dans le même corpus documentaire apparaissent des formulations qui ne révèlent pas du simple fantasme verbal. Ensemencer la race humaine, génétique altruisme, supérieur gene pool. Ces expressions ne flottent pas dans le vide. Elles appartiennent à un vocabulaire précis issu de la biologie évolutive et des débats sur la sélection, la transmission, la hiérarchisation des traits. Lorsqu'un individu parle de reproduction en termes de diffusion stratégique de son propre code, il ne parle plus de sexualité, il parle d'héritage biologique. Or, dans les journaux intimes contenus toujours dans ces fichiers, certains passages justement évoquent des grossesses, des enfants retirés, l'impression d'avoir utilisé, je vous le disais, d'avoir été utilisés comme des vaisseaux, comme des réceptacles. Ces mots ne sont pas des interprétations médiatiques, ils sont dans les documents noir sur blanc. Ils coexistent avec des emails sur le séquençage, avec les discussions sur la longévité, avec l'obsession déclarée pour la transmission. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait sembler périphérique. Alors, tout ça, c'était déjà l'esprit des hauts dignitaires nazis. La volonté de créer une race supérieure, la volonté, et c'est en permanence, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement à l'époque Hitler, un fou qui aurait pensé comme ça, c'était tout son environnement, tout son encadrement, tous ceux qui le menaient déjà. Et parmi ceux qui le menaient, il y avait les banquiers, il y avait des gens comme Ford, il y avait les dirigeants de IBM, etc. Donc, reprendre conscience que tout ce schéma est déjà en place depuis très longtemps et qui se poursuit. On a perdu une guerre, mais on n'a rien changé. Le nazisme est toujours aussi présent. Aujourd'hui, il est représenté plus par Macron que par un Allemand, mais il est toujours aussi présent avec les notions du nazisme. Et dans ce nazisme, il y avait l'eugénisme qu'on retrouve maintenant dans nos lois. Il y avait
toutes ces règles de durée de vie beaucoup plus longue, etc. Et tout ça, c'est le travail actuel pour lequel vous financez. C'est pour ça qu'en ce moment, tous les peuples de la planète participent en ce moment à financer ces recherches de laboratoire, cette volonté de découvrir comment faire durer plus longtemps, mais ce ne sera pas partagé par toute la population. C'est réservé à ceux qui se considèrent l'élite, c'est-à-dire la bande de psychopathes qui contrôlent totalement le monde. Mais cette bande de psychopathes elle-même, qu'on parle de Rothschild ou qu'on parle d'Orsini ou de Colonna, ce sont de toute façon des gens qui ont très probablement été infectés d'une manière ou d'une autre. Alors après, on rentre dans des théories très compliquées parce que parler d'extraterrestres, aujourd'hui, c'est pratiquement interdit. On passe tout de suite pour un charlot. Parler d'extraterrestres qui seraient peut-être de la taille d'une bactérie et qui pourriraient le cerveau de certains humains au point d'en faire des sujets dociles pour s'orienter dans les voies de la psychopathie, on n'en sait rien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est les comportements psychopathiques. Et quelqu'un qui est atteint de psychopathie, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas donner la moindre chance de faire du mal. Parce qu'il ne fera que cela. Parce que c'est sa nature. Et c'est une nature qui est en train de devenir une règle. C'est une nature normale. Et on met en place toutes les règles de la société pour y aboutir. Quand vous réduisez toute une population au niveau famine, au point que pour survivre, il faudra voler chez le voisin. Parce qu'il n'y aura plus que là, il y aura de la nourriture. Eh bien, les gens n'hésiteront pas. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On va conduire les gens petit à petit vers le rêve de la vie éternelle, vers l'acceptation de la génétique, mais pour ça, il faut que vous sacrifiez vos parents parce qu'ils ont déjà presque 60 ans. Et puis ensuite, on leur fera sacrifier leurs enfants. Et on est en train de dénaturer totalement le genre humain dans ses racines profondes. Et ces racines profondes, elles sont basées sur la physiologie, sur la nature. À partir du moment où on a observé cette nature humaine à son origine, on trouve rarement la grand-mère qui va chasser pendant que le père reste à garder les enfants. Chacun a sa place dans une société. Et dans une société, les enfants doivent être protégés, et c'est le rôle de tous les adultes. C'est aussi les vieux qui doivent être mis à l'écart. Ce n'est pas eux qui vont aller chasser et faire les gros travaux. Et donc voilà, il y a une logique complètement. En revanche, les vieux ont une capacité par leur intelligence, par leur expérience de vie, de transmission. Et donc, c'est normal que les vieux s'occupent plus des jeunes enfants. Et toutes ces règles qui sont basées sur la morphologie, sur notre physiologie, se sont mises en place par l'intelligence et nous ont amenés à notre situation actuelle et à rejeter les principes que les hauts dirigeants aujourd'hui, ceux qui se considèrent comme l'élite, voudraient mettre en place. Et ils sont en train de passer les lois, c'est-à-dire de faire accepter déjà aux députés, à leur système véreux là, de République, ils sont déjà en train de se servir de tous ces véreux pour qu'ils votent la loi. Alors comment on fait pour qu'un député vote la loi? C'est pas compliqué. On a choisi les mecs les plus corruptibles et on leur dit, bon écoute, je sais que c'est pas du tout tes idées, mais si tu votes, tu touches 300 000 euros. Et bien, le mec va se courir pour aller voter. Et ils vont tous voter ce qu'on leur demande de faire. Et on obtient la quantité de votes qu'on veut. Le principe de la République, c'est l'escroquerie, c'est la corruption, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la République. Alors que c'est le pire des systèmes, et on le sait depuis la chute de Rome. Donc, ce n'est pas hier. Je redonne un petit peu la parole à Maziken, mais je crois que l'essentiel, on l'a vu. En tous les cas, elle insiste beaucoup une cohérence qu'on ne peut plus nier. Le pouvoir S est un contrôle du présent. Le pouvoir reproductif est un contrôle du futur. La prédation ici devient autre chose qu'une déviance. Elle devient expérimentation de domination biologique. Contrôler le corps d'autrui, contrôler sa capacité à enfanter, contrôler la destination de cet enfant revient à s'inscrire dans une logique de sélection. Non plus simplement jouir du pouvoir,
mais le anciennes et qui projeter. continuent C'est là que notre d'arriver affaire à fabriquer bascule des enfants vers sans une parents. dimension C'est pour ça qu'ils ont des idéologique. banques. Parce que rappelons-nous, l'eugénisme du XXe siècle était brutal, étatique, assumé. Il parlait de purification, de hiérarchie raciale, d'élimination. L'eugénisme contemporain, lui, ne se présente plus ainsi. Il se dissimule derrière le vocabulaire de l'optimisation, de l'amélioration, de la performance, de l'augmentation. Il circule dans les laboratoires privés, dans la Silicon Valley, dans les cercles transhumanisme qui évoquent l'édition embryonnaire, l'allongement radical de la vie, la sélection des traits cognitifs comme une évolution inévitable. Epstein évoluait précisément dans ces cercles. Et ça, on ne le note pas assez. Il finançait neurosciences, biologie évolutive, recherche sur l'intelligence et le vieillissement. Il participait à des conférences fermées où l'humain était pensé comme système perfectible. Lorsque cette orientation intellectuelle rencontre une infrastructure de contrôle S, la question cesse d'être morale. Elle devient stratégique. Et si la prédation n'était pas seulement un moyen de domination immédiate, mais un terrain d'expérimentation sur la transmission? Et si la reproduction devenait l'extension ultime de son pouvoir? Dans cette grille de lecture, le ranch isolé du Nouveau-Mexique cesse d'être un simple refuge excentrique. Il devient un espace de projection, un lieu où l'isolement permet d'imaginer la continuité sans interférence. Les discours rapportés sur la volonté d'engendrer un grand nombre d'enfants, les références à la diffusion génétique, les journaux évoquant des grossesses ne forment plus des anecdotes dispersées, ils convergent vers une idée centrale: perpétuer. La domination S détruit, la domination reproductive remplace. Et lorsqu'un individu observé par le contrôle des corps s'intéresse au contrôle des gènes, le scandale change d'échelle. Il ne s'agit plus seulement d'abus, il s'agit d'une tentative d'inscription biologique dans le futur. Cela ne nécessite pas un programme officiel tamponné par un État. L'eugénisme moderne peut être privé, diffus, fragmenté. Il peut exister comme vision idéologique avant même de devenir infrastructure opérationnelle. Ce qui compte, ce n'est pas la preuve d'un laboratoire clandestin, on n'en est plus là. Ce qui compte, c'est la cohérence des indices. Vocabulaire génétique, obsession de transmission, écrits évoquant la reproduction forcée, insertion dans des milieux où l'amélioration humaine est débattue comme horizon légitime. Et tout ça, c'est complètement passé à l'as. La prédation devient dorénavant une matrice. Une matrice où l'enfant n'est plus seulement victime, il devient enjeu. Et c'est ici que l'affaire Epstein révèle peut-être sa dimension la plus dérangeante. Le pouvoir ne se contente plus d'exploiter les corps. Il envisage leur descendance comme ressource. Et c'est là que nous, on va toujours plus loin. Si cette hypothèse est juste, alors la mort d'Epstein ne protège pas uniquement des secrets S, elle interrompt une trajectoire idéologique. Elle empêcherait que cette vision, qu'elle soit fantasmique ou structurée, ne soit interrogée publiquement par celui qui en détenait la clé. Il fallait le faire disparaître. Et à partir de là, la question change encore. Nous ne sommes plus seulement face à un scandale S historique et purement ça. De toute façon, nous, le scandale S, on en parle depuis 2008-2020. Nous sommes ici face à une interrogation sur la manière dont certaines élites envisagent la biologie comme territoire de pouvoir. Non plus dominer un système, mais littéralement façonner l'espèce. Et c'est précisément cette dimension qui nous oblige à aller bien plus loin. Parce que je le répète, nous, sur ma chaîne, tout ce qui est tunnel, tout ce qui est connecté au rituel occulte, tout ce qui dénonçait ce qui arrivait à ces pauvres enfants, on l'a débattu, on en a parlé. Je n'affectionne pas particulièrement de revenir sur ces sujets, mais par contre, avant, pareil, de venir m'agresser en disant que je n'aborde pas le cœur du sujet, alors que sur ma chaîne, on en parle, pour ma part, depuis 2020, et dans les sphères dites complotistes, depuis 2008, depuis la première accusation de Epstein, vous me faites doucement rire. Nous, juste, on est en avance. Donc ça, on l'a traité. Je vous mets les liens en barre de description. Allez voir si ça vous intéresse, parce que vous aurez tous les détails qui sembleraient que vous découvriez aujourd'hui. Bon, vous verrez qu'ils existent depuis bien longtemps. Et je le répète, même l'histoire des tunnels, etc., etc. Donc laissez-nous avancer. Récupérez votre retard. Alors, ce qu'elle dit là, c'est aussi un des phénomènes qu'on doit vivre aujourd'hui. Moi, j'ai cette particularité d'avoir beaucoup d'avance dans tous ces domaines et j'ai choqué tout le monde en annonçant des choses à l'avance, etc. Mais aujourd'hui, en 2026, tout le monde peut relire la démosophie que j'ai écrite en 2003 ou 2004 et donc voir que durant ces 20 ans,
tout ce que j'avais écrit s'est bien produit, que tout était annoncé, que tout se savait avant. Et c'est pour ça que là, ils vont me faire passer en procès pour avoir voulu avertir les Français de ne pas se faire vacciner. Mais maintenant que le gouvernement de DARPA, c'est-à-dire le gouvernement américain, a reconnu officiellement que tout le programme de Covid était un programme des laboratoires secrets américains, que c'est un programme de DARPA, et que ça rentre dans le cadre des armes biologiques. Il fallait tuer le plus de gens possible. Eh bien, moi, je vais aller à ce procès avec un esprit complètement différent. Je vais avoir devant moi un procureur qui, lui, voulait à tout prix vacciner le plus de gens possible et il fallait me faire taire et m'empêcher de faire ma conférence pour prévenir les gens. Moi, je vais y aller demain en disant j'attends une médaille, j'attends les remerciements parce que grâce à moi, énormément de gens ont pu éviter la vaccination, énormément de gens étaient au courant avant que c'était une arme biologique. Et en fait, c'est grâce à moi. Et donc, de m'avoir empêché de parler, aujourd'hui, il faut me dédommager pour tous les milliers de morts que vous avez provoqués, alors que j'essayais de les protéger. Donc, j'ai bien l'intention de mettre le nez dans le caca aux juges qui vont être là ce jour-là. Et donc, le 2 avril, on a, j'estime, une très bonne chance d'arriver à convaincre quelques-uns des principaux acteurs de la magistrature de rejoindre le camp du bien, de vouloir empêcher que continue ce génocide, car la prochaine opération, elle va être beaucoup plus grave. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, c'est l'occasion. Grâce aux chemtrails, grâce à leur contrôle sur l'alimentation et l'eau, c'était donc le Codex Alimentarius, grâce à cela, ils peuvent lancer des vrais virus tueurs. Des trucs comme Ebola, comme tuberculose, comme la lèpre ou la peste. Ils peuvent vraiment le faire. Et donc, quand ils vont balancer ça à travers les chemtrails, il y aura quelques personnes touchées par-ci, par-là, et ça va être une vraie épidémie grave et qui se transmettra sérieusement. Donc, je voudrais qu'avant que ça arrive, on ait une petite chance d'assurer notre survie. De toute façon, mes vidéos seront bien disponibles et continueront à être disponibles. Et quand vous y arriverez d'ici 2-3 ans, bon ben voilà, petit à petit, vous allez finir par rattraper votre retard. Mais quant à nous, on plonge un peu plus loin dans ce qu'on a compris. Parce que si ils ont essayé de nous noyer sous plein de documents pour qu'on évite justement de trouver les fils conducteurs, moi j'en ai trouvé un beau, un gros, et j'entends bien en parler avec ma communauté. On continue pour ma communauté à avancer. Dans les profondeurs des documents déclassifiés, un mot banal a surgi avec une fréquence qui, selon moi, défiait toute proportion. Jerky. Jerky, c'est des morceaux de viande séchée, faut le savoir. Et ce mot surgit pas une fois, pas 10 fois, des centaines de fois. Et Jeffrey Epstein ne mentionne pas ce produit comme une préférence alimentaire. Les échanges révèlent une véritable obsession logistique. Il écrit qu'il est very, very annoyed, très ennuyé, parce qu'il has no jerky again, parce qu'il n'a pas de jerky encore. 2 livres doivent être expédiés immédiatement. C'est ce qu'il demande. Dans un autre échange, un assistant précise qu'il est en train de walk over jerky vers le bureau de Léon Black, milliardaire à la tête d'un fonds de plusieurs milliards. On ne parle pas ici d'un encas oublié dans un tiroir. On parle d'une livraison organisée comme un dossier sensible. Les emails montrent une gestion constante des stocks de jerky, rupture inacceptable, production continue, transport vers Paris, vers l'Afrique, vers Little St. James. Sur l'île, il y a même un déshydrateur alimentaire qui est installé pour produire du jerky sur place. Le chef Francis Derby, anciennement lié à un restaurant new-yorkais nommé The Cannibal, forme les équipes à sa fabrication. Puis, le 4 juin 2019, quelques semaines avant l'arrestation, ordre est de jeter le déshydrateur. Le produit, pourtant, jerky, théoriquement stable des mois à température ambiante, est pourtant, dans leur cas, transporté en sac isotherme avec glace. Il est stocké au congélateur, il fait l'objet d'analyses en laboratoire, alors qu'ici, tu en trouves dans tous les magasins, toutes les stations-service posées comme ça. Un échange montre un interlocuteur proposant d'envoyer 6 à 8 onces de precious meat, viande précieuse, à un laboratoire après qu'un chien en ait consommé. Un autre email évoque explicitement l'analyse
l'analyse de l'eau spécifique. Ce n'est pas une demande nutritionnelle générique, c'est un suivi. Pourquoi analyser une viande séchée industrielle dont la composition est connue, reconnue et en vente de partout aux États-Unis? Pourquoi congeler un produit conçu pour ne pas l'être? Pourquoi maintenir une chaîne logistique internationale autour d'un aliment supposément banal? Pourquoi détruire l'outil de production à la veille d'une intervention judiciaire? Ces éléments ne sont pas extrapolés, ils figurent dans les communications publiées. Vous les avez vus, je vous les ai mis en visuel. Le point n'est pas l'existence d'un produit alimentaire, les jerky ici, il y en a partout. Le point est la disproportion organisationnelle, financière et logistique autour de ce produit. Elle est visible, elle est documentée, elle est persistante et elle ne peut pas être anodine. Et replacée dans l'architecture générale du dossier, cette anomalie prend une autre dimension. Nous parlons d'un homme qui finance, je le répète, le séquençage de son génome en 2014, qui parle d'ensemencer la race humaine, qui emploie le vocabulaire de supérieur gene pool, dont les dossiers contiennent des écrits évoquant grossesse, retrait d'enfants, instrumentalisation reproductive, qui investit dans des cercles scientifiques travaillant sur la longévité et l'optimisation biologique. Et dans cet univers mental, forcément, la chair n'est pas neutre. Elle est matière première. Elle est vecteur de pouvoir, elle est instrument. Et là, on les a tous, quoi. L'hypothèse d'un code ne naît pas d'un fantasme collectif, mais d'une tradition criminelle documentée. Les réseaux utilisent des mots ordinaires, vous le savez, pour désigner des réalités compromettantes. Ici, ce n'est pas que le mot qui choque, c'est aussi son environnement. Pareil pour pizza, les gens qui n'ont pas compris pour pizza, ça me flingue. Un homme obsédé par la reproduction et la transmission biologique, qui consomme massivement un produit dérivé de chair, qu'il fait analyser, congeler, transporter comme une substance sensible et dont il ordonne la destruction de l'outil de production juste avant son arrestation, ne se situe pas dans une banalité alimentaire comme j'ai entendu certains l'avancer. Il se situe au contraire, mais ça c'est mon analyse, dans une cohérence troublante. Ce détail est surtout structurel. Et dans un dossier où la domination passe par le corps, par la reproduction et par l'exploitation, la matérialité même de la chair devient une variable du pouvoir. La question n'est pas de prouver une consommation interdite, encore que vous avez vu sa tête toute déformée. Il faut savoir quand même que c'est une maladie liée au cannabis. La question, mais quand même, est de comprendre pourquoi ce mot banal apparaît comme une tâche récurrente au cœur d'un système déjà centré sur la biologie, la reproduction et le contrôle. C'est un peu des questions rhétoriques parce que nous, sur ma chaîne, on connaît un peu la réponse. Dans une architecture de pouvoir, les obsessions ne sont jamais accidentelles. Elles sont révélatrices. Et ça, question révélation, on en a une belle. Les vagues successives de publications du Department of Justice ont été présentées comme un geste de transparence historique. Plus de 3 millions de pages rendues publiques, des emails internes, des factures, des journaux, des supports numériques saisis, des métadonnées issues des perquisitions, des messages qui n'ont rien à voir. L'ampleur est réelle. Mais comme je vous le disais dans l'épisode 1, l'architecture globale demeure absente. Aucun rapport consolidé ne relie de manière transversale les flux financiers, les partenariats académiques, les réseaux politiques et les projets scientifiques. Le matériau est diffusé, il n'est pas structuré. Quand en plus il est noyé avec des fausses polémiques autour de certaines prononciations, s'il vous plaît, quoi. Cette distinction est essentielle. Une masse documentaire ne constitue pas une vision stratégique. Elle produit un effet, je vous le disais dans l'épisode 1, de saturation qui fragmente l'attention publique et déplace le centre du débat vers des éléments spectaculaires ou anecdotiques. Depuis 2019, la question dominante est devenue quel nom figure dans les échanges. Chaque nouvelle publication relance un cycle court d'indignation ciblée, les cycles courts, puis qui s'éteint. Et ça, c'est compliqué. Pendant ce temps, la cohérence des orientations intellectuelles documentées dans les emails récents reste périphérique dans le débat médiatique, surtout dans tous ceux-là qui découvrent. Or, ces documents 2026 confirment plusieurs éléments qui dépassent le simple scandale S. Ils attestent qu'en juin 2014, Epstein a financé le séquençage partiel de son propre génome dans le cadre d'un projet interne mentionné comme Vénus, je vous le disais. Et ces échanges contiennent des termes qui sont pour le moins effrayants et tous ces éléments ne relèvent pas d'interprétation extraine. Ils figurent dans les pièces versées au dossier et pourtant les gens... Voilà, c'est passionnant. En fait, on voit quelqu'un qui réagit totalement
dans le cadre démosophique et qui imaginait maintenant une société dans laquelle il n'y a plus de dirigeants, mais dans laquelle tout le monde est investigateur, chercheur, dans laquelle la police pourrait être utilisée pour ça. Il y a d'ailleurs pas très longtemps de cela, un commissaire de police, non, de gendarmerie, pardon, un colonel de gendarmerie a clairement déclaré qu'ils ont énormément de dossiers sur les hauts personnages, mais ce sont des intouchables. Or, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient intouchable? Sinon qu'il a toute une structure autour de lui prêt à le protéger. Et donc, c'est une structure internationale. On le voit avec Macron, il est totalement protégé par des structures internationales. Sa seule force aujourd'hui, c'est de croire à ses maîtres qui lui assurent que s'il n'y a pas vraiment sérieux, ils enverront Eurogenfor, Eurocorps et tous les milices ukrainiennes ou autres qui viendront l'aider. Voilà, tous sont sûrs d'être appuyés par le réseau le plus puissant de la planète, car c'est le réseau le plus puissant de la planète. Et c'est pour ça que depuis le début, je dis, pour changer les choses, il faut absolument changer le système. Et changer le système, c'est remplacer le satanisme par le bien. Et le bien, ce n'est pas forcément le christianisme. On voit que le pape est dedans. Et plusieurs papes ont été dedans. Beaucoup de papes, certains papes ont même été jusqu'à faire égorger des enfants sur leur lit de mort. C'est-à-dire que le mec, il est en train de crever et il demande amenez-moi 2 petits-enfants qu'on les égorge pour que je boive leur sang pour voir si ça va me... Mais c'est invraisemblable. Mais c'est des gens comme ça. Et c'est les psychopathes qui sont toujours au pouvoir parce qu'ils ont créé une architecture de sélection qui fait qu'il n'y a que qui peuvent arriver au pouvoir. Donc des gens bien, des gens normaux, des simples personnes comme toi et moi, comme tous ceux qui nous regardent, des gens simples, normaux, ne peuvent pas arriver au pouvoir, ne peuvent disposer d'aucun pouvoir. En revanche, tous ensemble, alors on est la vraie force. Car tous ensemble, avec une police à notre service, avec une gendarmerie à notre service, alors tous ces individus peuvent déjà être arrêtés brutalement, tous en même temps, et tout de suite démarrer la France nouvelle sur de nouvelles bases dans lesquelles ça ne peut plus arriver, dans lesquelles il ne peut plus y avoir de sélection faisant arriver les psychopathes à la tête. Et un pays qui prive la structure mondiale de tout son patrimoine, un pays qui garde ses entreprises, qui garde son potentiel humain, qui garde toute son intelligence et qui met en avant les structures qui font avancer l'intelligence, ça peut ruiner le système au niveau mondial. Mais il faudra un peu de temps, bien sûr. Mais au moins, la France peut se mettre sur cette voie, ouvrir la porte, ouvrir cette voie et la créer complètement nouvelle et créer une nouvelle France qui va vite demander, parce que les Allemands sont comme nous, les Italiens sont comme nous, les Chinois sont comme nous. Tous les gens sur Terre sont comme nous, sont des gens qui veulent penser, qui veulent vivre libre et qui veulent participer volontiers dans les domaines qu'ils connaissent ou qu'ils maîtrisent, participer volontiers aux décisions. Et donc, je crois qu'on est le seul et unique mouvement qui s'oriente dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a toute la dissidence et tous les politiciens qui sont complètement ennemis à ce qu'on fait. Et en même temps, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont disposés et prêts à nous rejoindre pourvu qu'ils constatent et vérifient qu'on est authentique, qu'on est toujours vrai, qu'on n'a pas changé de langage avec le temps. Et ces gens-là s'en rendent compte au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Et si on a cette opportunité, et là je m'adresse aux juges, si vous avez cette opportunité de reconnaître la DDHC, qui est maintenant la Déclaration des droits humains, si vous avez cette opportunité, ne la ratez pas, car ça met en place le CNT. Et si ce CNT peut être mis en place, alors c'est le peuple qui redevient tout pouvoir. C'est le peuple qui redevient celui qui peut gérer les choses et qui va essentiellement aller vers le bien, car nous avons tous une culture du bien. Un enfant, vous lui mettez une claque sans raison, il va tout de suite se poser la question, mais c'est injuste. Pourquoi? Eh bien,
ces réflexes sont les réflexes naturels de l'être humain. Et donc l'être humain sait naturellement ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et il a bâti, il y a plus de 10 000 ans, il a bâti toutes ces religions, etc., sur cette base-là, avec quelques malsains qui ont réussi à se pénétrer, qui ont réussi à infiltrer, qui ont réussi à passer des idées tordues qu'on peut facilement tordre. Et ceux-là ont réussi à dévier les livres religieux de telle manière que dans le livre religieux, vous allez trouver toute la vertu, mais vous allez aussi trouver le mal. Et après, il est facile de s'orienter toujours vers le mal, comme il est facile de s'orienter vers le bien. Et avec tout ce qu'on a vécu essentiellement durant ces 40 dernières années, l'humain veut le bien, c'est clair. C'est ce que veut l'humain, il ne veut pas le satanisme. Et donc chacun dans sa religion, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le christianisme, peu importe, mais chacun dans sa religion veut le bien et il ne veut pas le mal. Il enseigne plus à ses enfants d'être tolérants qu'intolérants. Il enseigne plus à ses enfants d'être droits dans la vie, d'être authentiques, d'être vrais, que d'être menteur, tricheur, etc. Donc ça, c'est une évidence. Je sais que pour vous, c'est casse-pied de m'entendre parler comme ça. Je le dis depuis 15-20 ans, je dis toujours la même chose et je pense toujours la même chose. Et ils ont tellement bien géré leurs opérations qu'aujourd'hui, parce que je ne déteste l'injustice, parce que j'apprécie un monde où on vit paisiblement, j'apprécie le pacifisme, eh bien, le psychiatre, dans les dossiers juridiques, écrit que je suis bipolaire, je suis anormal, que j'ai une obsession parce que j'aime pas l'injustice, et il trouve des termes. Alors les termes, c'est je suis atteint d'une psychopathologie double ou je sais pas quoi. Mais j'en ai marre de ce monde de fous, vraiment. Et là, le 2 avril, on a ce procès qui peut déclencher des choses énormes dans le monde entier. Et le juge qui le fera sera glorifié pour le restant de ses jours, et lui et sa famille. On va le mettre. Enfin, voilà. Donc, c'était l'occasion qu'on partage ensemble notre discussion Oui. sur le malheureux Paul de Tarse, là, qui fait plus de mal qu'autre chose, qui reste dans un tout petit univers très fermé, ma religion. Il veut créer une constitution chrétienne. Bon, mais. Ben, il sera tout seul. Il sera C'est tout seul parce que l'humanité, c'est autre chose que la chrétienté. Bien sûr, mais pas seulement ça. C'est que l'humanité, elle est première, elle est avant tout. Donc, Bien. vous prenez un chrétien aujourd'hui, un musulman ou un juif, à partir du moment où il est en France, d'abord, il se sent français, il veut des lois françaises qui soient bien, qui lui permettent d'élever ses enfants en sécurité, en paix, voilà, et quelle que soit sa religion. Donc, Oui. ceux qui sont arrivés en France, c'est pour vivre ça. C'est pas pour vivre une France complètement fasciste, comme Macron est en train de le faire. Ils sont pas en train de vouloir une France où des Cantins vont pouvoir mourir tous les jours. Parce que là, c'est Quentin, le dernier, qui a été massacré au nom d'un parti politique. Mais pour de la politique, ils ont tué un mec, un copain à eux. Mais c'est invraisemblable, des trucs pareils. Un Et donc, gamin. ils sont en train de préparer la troisième phase du grand plan, le grand plan du nouvel ordre mondial. La troisième phase, c'est la guerre civile, et ils vont l'accompagner de la maladie, et ensuite la guerre mondiale. Et ils se préparent à ça, et je crois que si les gens étaient informés de tous les bunkers, de tout ce qui se prépare, et d'où sont cachés tous ces bunkers, si les gens regardaient les informations sérieusement sur ce qui se passe en Antarctique, le monde commence à se réveiller déjà. Enfin, bon, on continue d'essayer d'alerter tout le monde. Là, je vais diffuser un peu cette vidéo. Ce sera l'occasion que les gens prennent conscience qu'il existe aussi la chaîne de Maziken, qui est une femme française qui vit aux États-Unis et qui fait un super travail depuis très longtemps, puisque moi je la connais depuis très longtemps, et qui est elle-même déjà un symbole de ce qu'est la démosophie. C'est-à-dire des gens qui savent
aller fouiller, chercher au fond les choses, savoir les exprimer sans prendre parti, sans rien affirmer avec certitude, mais avec suffisamment de questions pour que d'autres puissent compléter et qu'une tendance générale puisse se dégager de tous les questionnements, parce qu'en fait, avant tout, elle pose des questions. Vous Oui. avez vu les affaires d'OVNI, tout. Bon, ça pose la question. Est-ce qu'ils sont tous complices d'un gouvernement qui a déjà prévu des hologrammes et qui va essayer de faire marcher le programme Bluebeam? Est-ce que, voilà, elle pose à cette question pour qu'on puisse se poser toutes et petit à petit, à nous tous, peu à peu, obtenir des réponses, peu à peu trouver un témoin, peu à peu trouver, et petit à petit, les choses apparaissent. Mais de cette façon, on va pouvoir restaurer aussi une véritable histoire du monde et de la France, une véritable histoire, une véritable carte géographique pour connaître les réalités géographiques de notre planète qu'on ne connaît pas avec certitude, encore une fois. Il y a trop de mensonges, de dissimulation, etc. Ça, c'est le monde satanique. Et en sortir, c'est nous donner le droit de tout mettre à plat et au jour et devant tout le monde. Et nous vous invitons à rejoindre la démosophie, qui est la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Oui, bah, je pense que les gens, s'ils ne sont pas bêtes, ils doivent bien se rendre compte que tous sont des concurrents de Macron. Ce ne sont pas Oui. des vrais opposants. Et Voilà. d'autres sont les copieurs de tes travaux, Oui. sont les pâles-copies. Oui, mais uniquement parce qu'ils veulent mettre leur petit nombril en avant. Alors, Oui. ils s'inspirent, ils prennent des parties, ils essayent de copier ou même de se servir des mots. Ils se servent de Oui. mots comme conseil national, comme transition, comme. Bon, mais. Ils se servent de tes concepts. C'est des concepts de la démosophie. Eh oui, ils veulent pas, ils veulent avant tout leur petit nombril. Alors je comprends ça dans la civilisation dans laquelle on est, dans la situation dans laquelle on est, où chacun essaye de sortir son épingle du jeu, mais c'est pas comme ça qu'on arrivera à changer les choses. On arrivera à les changer quand on sera vraiment unis. Et même si pour être unis au départ, il faut d'abord accepter les premiers schémas que je propose et qui sont affichés clairement sur la chaîne de la démosophie, qui sont affichés clairement. Ça commence par une dictature Oui. bienveillante. Mais il faut cette dictature, il faut ce pouvoir de ceux qui sont informés. Il faut un conseil de sages qui gère la France pendant 3 mois avant de laisser les rênes à des gens qui se seront naturellement dégagés. Et donc sur un schéma qui va complètement libérer la France, mais il fallait au départ trouver 300 à 400 personnes pour contrôler ça, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain annuler toutes les fonctions vitales de l'État, parce qu'il y a tous les domaines scientifiques, il y a toutes les constructions, il y a la vie courante. Et il faut toujours la maintenir, cette vie courante. Et donc, on aura besoin de beaucoup de ces hauts fonctionnaires. Et il faudra prendre les bons parmi eux, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la franc-maçonnerie ou dans le satanisme. Non Voilà, corruptible. on a tout expliqué, on a voulu un peu mettre en avant cette vidéo de Maziken qui est particulièrement intéressante et surtout qui rejoint les idées qu'on avait déjà exposées concernant Epstein, et sachant que le gouvernement français est allié avec le Mossad et la CIA et que tout ça, c'est ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond. Et cet État profond m'est tombé dessus quand j'ai voulu avertir les gens, et je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont pas tué. Ils ont essayé la dernière fois en m'arrêtant, ça n'a encore pas marché. Donc il y a peut-être un destin qui veut que je vive encore et que peut-être je vais arriver jusqu'au 2 avril et que ce sera l'opportunité. Donc beaucoup de gens vont peut-être être là pour appuyer cette opportunité parce que ça joue psychologiquement sur les magistrats qui vont être en présence. Voilà. Exactement. Très bientôt à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu bizarre, un peu
prise comme ça rapidement et avec Mohamed qui est quelqu'un de droit, qui est cet exemple de droiture, de loyauté, qui fait qu'on peut réussir parce il y a plein de gens comme Mohamed, comme moi-même, il y a plein de gens comme nous, plein. Et Oui. on en a déjà quelques centaines avec nous, mais c'est plus des centaines ou des milliers qu'il nous faut, maintenant c'est des millions. Et ça va être plus difficile. Mais qu'on peut réunir si on a déjà les dizaines de milliers qui vont déclencher les choses. Et au départ, on démarre vraiment de zéro. La France est ruinée, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'école, il n'y a plus. La France est déjà complètement ruinée. Macron a presque fini son boulot en France. Il lui reste encore quelques 500 ou 1000 entreprises à couler. Il lui reste encore à affamer tout le monde en augmentant les tarifs de folie pour réduire le pouvoir d'achat des gens, et arriver à L'inflation. la guerre civile. Donc, il va jouer là-dessus, mais il lui reste pas beaucoup de temps pour le faire et je sais que ça va être son boulot pour l'année qui reste. Et donc, je voudrais qu'avant ça, on ait pu sauver notre pays parce que la France a une position particulière dans l'histoire du monde. Et la France a été le phare de l'humanité pendant 250 ans environ, depuis qu'elle a lancé les droits humains. Et aujourd'hui, il faut qu'elle les remette en avant et le défendre dans ce monde moderne avec la technologie moderne. Et ça, on peut le faire. Merci à tous et à bientôt, sûrement. Au revoir.